Bonjour, je m'appelle François Albatera, qui est en réalité un nom d'auteur. Je viens vous présenter mon dernier roman, Les fausses routes du siècle de Sarre-Union à Panama. Cette idée directrice est la suivante. Durant mon enfance, j'ai baigné dans ma région d'origine, l'Alsace, dans une ambiance très ambivalente. À la fois une méfiance vis-à-vis du monde germanique, mais aussi une forme d'admiration envers ce nouveau pays, la République fédérale, qui, totalement détruite, s'est reconstruite très rapidement après la Deuxième Guerre mondiale. On appelait ça le miracle allemand. C'était un miracle économique, bien entendu, mais c'était aussi une sorte de miracle politique, débouchant sur une démocratie très élaborée, jamais connu en Allemagne jusque-là, en dehors de l'épisode bref mais louable de la République de Weimar après la Première Guerre mondiale. À partir d'une histoire existante, celle de la manufacture des chapeaux de Sarre-Union, petite ville industrielle située dans une région rurale et très traditionnaliste, j'ai imaginé l'histoire de deux familles, l'une aisée, propriétaire de la manufacture, et l'autre ouvrière et agricole, telle qu'elle pouvait s'inscrire dans l'histoire de cette région à cette époque, à ce siècle-là. Loin de prétendre de réécrire l'histoire telle qu'elle était assénée, souvent sans démonstration objective, c'est-à-dire une opposition entre une France républicaine, démocratique, somme toute parfaite, et un empire allemand autoritaire, militariste, antidémocratique et surtout belliqueux, j'ai tenté de comprendre la vie des gens au-delà des principes assénés par la haute politique. Les populations finalement se battaient très simplement pour mieux vivre, pour s'en sortir. La vie des familles était ainsi rythmée par les saisons, le travail, les fêtes et les amours, souvent bien éloignés des préoccupations de Paris et de Berlin. Les personnages du roman, à travers des générations, vivent ce siècle de manière très différente. La première génération, celle d'Albert et de Guillaume, opte pour la France après ce qu'on a appelé les désastres de 1870. Elle magnifie la République, qui aux yeux du père est le cadre parfait pour l'accomplissement de l'homme, pour en faire un citoyen actif, participant à travers son industrie, sa pensée, son engagement, à la construction d'un ensemble national destiné à éclairer le reste du monde en élevant ses enfants aux rangs sociaux toujours plus élevés. La seconde génération, incarnée par le jeune François, fils d'Albert, voit beaucoup d'excès, d'inexactitudes et de fausses illusions dans les idéaux de la génération précédente, ce qui est somme toute assez courant aujourd'hui encore. Le jeune homme s'est épris d'une comtesse allemande qui l'entraîne dans les tourbillons d'un espionnage en faveur de l'Empire et va s'enthousiasmer à travers cette relation qui le rend, il faut bien le dire, un peu aveugle pour cette Allemagne bismarckienne et wilhelmienne dont il mesure les grands progrès économiques, industriels et finalement sociaux au profit de tous, certes d'une caste industrielle à l'ouest et des Junkers prussiens à l'est, mais aussi de la classe ouvrière élevée intellectuellement par un parti social-démocrate qui a su trouver sa place de façon très démocratique dans ce système réputé autoritaire de ce côté-ci du Rhin, là où en France, le parti frère, la SFIO, n'arrivait pas à décoller, les classes populaires étant toujours fidèles au parti radical qui était somme toute en réalité un parti bourgeois déjà à cette époque. Cet arrière-fond, finalement, c'est une histoire de civilisation et de culture. Ces aventures individuelles, narrées au travers ces personnages, s'inscrivent dans leur temps. Ces personnages du roman rencontrent des personnages historiques qui ont vraiment existé, Clémenceau, les présidents Lebrun et Auriol, et même le général de Gaulle, qui s'était même rendu dans la commune natale du héros du roman. Mais l'essentiel est que nous nous situons dans une région qui est au centre de l'Europe d'alors, de part et d'autre du Rhin, fleuve frontière pendant longtemps, mais qui était aussi devenu un trait d'union. Et c'est bien cette culture rhénane, transfrontalière, qui s'érige derrière cette fresque. Tant de tensions, de combats, de destruction, de vies prisées, de morts. Pourquoi ? Sans dévoiler le fond de l'histoire, il se trouve parmi les personnages qui entrent en scène, certains ont vu très tôt qu'avec les nationalismes exacerbés de part et d'autre, de pays voisins, ils s'enfonceraient dans le néant tous les deux. Que finalement, seul un destin commun
dans un cadre continental autour de valeurs européennes que sont l'état de droit, la démocratie, et la liberté et la paix, garantira le bien des populations. Il n'y a nulle prétention historique dans ce roman, simplement une illustration de préoccupations qui, si elles ont pu paraître éclipsées à un moment après 1945, revêtent toujours en ce début du XXIe siècle une actualité, voire une acuité.